à tous les deux. Alors vous avez un micro, super. Bonjour. Alors ça tourne un peu, mais regardez-moi. Le truc, c'est de me regarder, comme ça vous allez oublier que ça tourne. Malade. Exactement. Aujourd'hui, vous venez nous parler de l'association Antoine Aleno. Cette association, vous prenez très rapidement la décision de la créer suite à un drame familial. On est en 2022. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'agir si vite ? Je crois qu'il fallait faire quelque chose parce que si on aurait vite sombré les uns comme les autres, tout s'écroule, vous vivez l'innommable, c'est-à-dire perdre un enfant. Donc si vous ne faites pas quelque chose, vous restez dans votre lit, vous n'arrivez pas à vous lever le matin. Donc c'est vrai que ça c'est arrivé très très rapidement. Je crois pratiquement une semaine après, Yannick nous a dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on aide les autres. Donc on s'est tous réunis et on a dit oui, on y va, on est tous d'accord. Donc pendant l'été 2022, on a travaillé, on a mis en place les statuts de l'association et le 20 septembre 2022 était lancée l'association Antoine Aleno. Donc je pense que c'était pour nous une question de survie et voilà, fallait continuer notre vie, donc il fallait trouver une raison justement de pouvoir la continuer. On va parler de vos actions et de la manière dont vous sensibilisez aujourd'hui le grand public à ces sujets. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler en préambule quelle est quelque part la raison d'être de l'association et de quelle manière, au-delà du détail des actions, vous agissez aujourd'hui parce que c'est important ? Alors, on vient en aide aux familles endeuillées, des familles qui perdent un jeune de moins de 25 ans suite à un homicide routier. Notre accompagnement, il est multiple. Il est d'un côté administratif, psychologique, juridique et financier. Donc on a des assistants sociaux qui prennent en charge les familles puisqu'elles ont un numéro de téléphone qui leur est dédié. Il y a déjà une situation, un état de la situation qui est faite. Et puis les assistants sociaux font un accompagnement au quotidien de ces familles. On a une équipe d'une quinzaine de thérapeutes qui assure un suivi psychologique de ces familles. C'est l'association qui prend entièrement à charge ces frais de thérapie. On a une avocate bénévole qui renseigne les familles sur toutes les questions de procédure parce qu'on on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur pourquoi il ne fallait pas porter plainte, pourquoi c'était si long, pourquoi tel délai. Notre avocate répond aux questions. Et puis, souvent, les familles se retrouvent confrontées à des grosses difficultés financières puisque, heureusement et malheureusement, on n'a jamais prévu d'avoir à enterrer son enfant. Donc, c'est souvent la première dépense qui arrive et auquel il faut faire front. Et voilà, moi, les cagnottes litchi, les emprunts et tout ça, pour moi, c'est plus possible. Donc, on a un fonds d'urgence qui permet de pallier à ce genre de dépenses. Je me permets juste de souligner, parce que ça me semble super important, la mission de l'association, c'est que vous adressez quelque part le sujet des proches, que ce soit la famille ou les proches en général, auxquels on ne pense pas nécessairement dans ces situations-là. Et c'est en ça que votre association, elle est absolument indispensable. J'aimerais qu'on s'intéresse à présent à la manière dont vous agissez aujourd'hui. Quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui concrètement ? Alors, en dehors de l'action d'accompagnement effectivement des familles, on a fait en sorte que... Alors déjà, on a eu un premier combat et on est très fiers de l'avoir gagné puisqu'au mois de juillet 2025, l'infraction autonome de l'homicide routier a été adoptée par le Parlement. Donc désormais, aujourd'hui, on parle d'homicide routier quand il y a un certain nombre de circonstances aggravantes qui sont rassemblées comme l'alcool, l'usage de l'alcool, des stupéfiants, la vitesse excessive, le délit de fuite, le refus d'obtempérer. Donc pour nous, c'est une énorme victoire. Ça a été un combat qu'on a mené pendant 3 ans et on est très très fiers de ce combat. Donc au-delà du combat juridique ou judiciaire, on a aussi nous fait des actions de sensibilisation et de prévention. Donc on a essayé de trouver un discours un petit peu différent pour parler de sécurité routière, de prévention routière aux jeunes. Parce que c'est vrai que souvent, les campagnes de la prévention routière, elles ne sont pas forcément vues par les jeunes, puisqu'ils ne regardent pas la télévision. Ils regardent les réseaux, mais pas la télévision. Donc déjà, au mois de mars 2025, on a fait un spectacle qui est visible sur le site de l'association, si quelqu'un veut le visualiser, qui s'appelle « Fragile ». Pour nous, c'était une façon de passer un message d'une façon différente. Donc on a réuni l'art, la musique, la danse,
des psychologues, enfin, différents intervenants en tout cas qui parlent de violences routières et d'essayer de faire une prise de conscience de ce qu'on pouvait risquer sur la route. Et au-delà du coup de ce spectacle fragile qui a eu lieu donc au mois de mars, on avait fait l'année dernière un appel à candidature sur le salon Vivatech. Et donc on avait fait un appel aux startups pour leur demander de réfléchir à des technologies qui pouvaient rendre la route plus sûre. Donc on a eu plus de 110 candidatures qui sont arrivées du monde entier. Et ça, on n'est pas peu fiers parce que c'était vraiment formidable. Donc on a fait une sélection. On a fallu qu'on fasse une sélection parmi ces 110 dossiers. On en a retenu un certain nombre et on a eu 3 lauréats. Donc on a 3 lauréats, un qui nous a inventé une application qui enseigne aux jeunes comment faire les premiers gestes qui sauvent. Donc c'est un casque de réalité virtuelle, pardon. On a une autre start-up qui... Est-ce que tu peux m'aider? De mémoire, j'ai plus les tenants et les aboutissants de Vivatech, mais ça me revient. On a une start-up qui s'appelle Liberty Rider, qui est une application qui peut s'installer sur le téléphone et qui est à destination en fait des gens qui sont à moto, en scooter, à vélo. S'il y a une chute, en fait, l'application les appelle et si la personne ne répond pas, en fait, les secours sont tout de suite appelés sur site pour voir... parce que les premières instances sont primordiales pour sauver une vie. Et le troisième, c'était... il y a un système sur le volant qui permet de détecter si la personne est en train de s'endormir ou à consommer de l'alcool. Voilà, pour nous, c'était très important. Et on avait un certain nombre de stands qui permettaient justement de sensibiliser aux violences routières. Oui, parce que c'est important de pouvoir soutenir, et c'est aussi quelque part des raisons d'être de l'association, de pouvoir soutenir des projets innovants qui permettent d'avoir une autre approche face à l'homicide routier. J'ai eu la chance d'assister à la soirée de Fragile. Oui. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'est la manière qui est différenciante aussi d'adresser ces sujets-là, qui permettent de sensibiliser différemment, et c'est essentiel de le faire. Et bravo pour ça. Il y a un autre projet que vous vouliez nous parler, c'est celui qui a été mené avec JR. Alors oui, on était la semaine dernière il y a une semaine sur le pont d'Iéna, et ça je vais laisser la parole à Thomas puisque c'est lui qui a imaginé et créé ce projet. En fait, on a créé un projet qui s'appelle Alive. Alive signifie donc en anglais survivant. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est quand un enfant disparaît, il y a un vide qui s'installe. Et ce vide, en général, il est vécu par les co-victimes. Donc ceux qui restent, ce sont les frères, les sœurs, les parents, les petits amis. Et la particularité dans ce cas de figure, c'est que nous, on a eu, entre guillemets, de la chance parce qu'on a un nom de famille qui porte, donc on a reçu beaucoup de soutien autour de nous. Aujourd'hui, quand un enfant disparaît, ça fait à peine 2 lignes dans un journal régional. Et ces gens-là sont aujourd'hui dans l'invisibilité. Donc ce qu'on avait besoin avec JR, quand on s'est rencontrés, l'art, la technologie sont des acteurs, sont des moyens de communiquer des messages qui sont très forts. Et donc quand on a réfléchi avec JR à ce moyen de faire prendre conscience de cet impact massif qu'il y avait autour d'un enfant qui disparaissait, parce qu'en moyenne c'est 25 personnes qui souffrent derrière un enfant et qui sont complètement laissées dans l'abandon. Peut-être qu'on pourra montrer les images de l'œuvre. On a une belle vidéo. Et donc en fait ce qu'on a fait, c'est que pendant 1 an et demi, on a fait le tour de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, pour rencontrer ceux qui restent, donc les frères, les sœurs, les parents. On a recueilli leurs témoignages, on a récupéré leurs audios et on les a photographiés. Et donc l'œuvre, en fait, s'est déroulée en 3 jours. Donc on a eu le vendredi où nous avons reçu toutes les familles de victimes. On a collé collectivement ensemble les portraits de ceux qui restent. Donc c'est ce qu'on va découvrir sur le pont. Au milieu, on retrouvait un cube qui rassemblait en gros les 350 enfants qu'on a pu recenser. Et donc autour, on avait ceux qui restent. Et donc l'œuvre s'est d'abord déroulée d'une manière collective. Dans un second temps, on a une cérémonie qui s'est déroulée le samedi soir. Et donc lors de cette cérémonie, on a eu la presse, des politiques, des invités et surtout les familles qui étaient là parce que c'était un moment de recueillement. On a allumé le pont en bleu, blanc, rouge pour symboliser aussi le soutien qu'on essaye d'obtenir derrière. Les pompiers sont intervenus, sont venus entourer ce cube. On a offert un salut d'honneur en fait aux enfants disparus. Ils ont ensuite disparu. On a allumé le bleu, blanc, rouge. On a fait scintiller la Tour Eiffel en hommage aux victimes. Et ensuite, on est venu
là-dessus, par un acte très fort, très violent, finalement, on a passé un coup de Karcher sur les portraits. Et le dimanche matin, en fait, Paris s'est réveillé avec un pont propre, comme si de rien n'était. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on a voulu montrer avec l'artiste, le constat, la violence. Et l'après. Et l'après. Et l'après, c'est un silence, c'est rien en fait, c'est un néant. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer à travers l'œuvre. Et merci de nous partager ces images. Rapidement, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui vous semble absolument prioritaire pour la suite, pour l'association? Alors, en fait, nous, on a obtenu l'homicide routier, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une réelle reconnaissance des co-victimes. C'est-à-dire qu'il y ait un réel accompagnement qui soit fait pour toutes ces personnes. Parce qu'effectivement, on parle souvent des parents, mais il y a les frères, les sœurs. C'est ce qu'on a voulu aussi mettre en avant sur le pont d'Iéna. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement de ces co-victimes. Il y a une reconnaissance du deuil pathologique sur lequel on travaille actuellement. Voilà. Et puis, voilà, nous on essaye de... Il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose, donc je pense que tout est à inventer, à créer, et au moins que tout soit mis en œuvre pour que ces familles puissent se reconstruire au mieux et puissent moins être seules, en fait, dans malheureusement un chaos pareil arrive dans une vie. Merci infiniment à tous les deux d'avoir pris la parole aujourd'hui sur la scène de l'Ampli, c'était important, et je salue pleinement toutes les actions que vous menez, et merci pour cela. Merci à vous. Merci beaucoup.